Dans les coulisses de Wall Street, il y a ceux qui suivent les règles et il y a ceux qui les réécrivent. Aujourd'hui, on va parler d'un homme spécial, Carl Icahn, et lui fait partie de la deuxième catégorie. C'est un tacticien redoutable, un milliardaire provocateur, un stratège impitoyable. Quand Carl Icahn investit dans une entreprise, ce n'est pas juste pour encaisser un dividende. C'est pour prendre le pouvoir, changer la direction et parfois renverser le trône. Voici l'histoire de Carl Icahn, l'homme qui fait trembler les PDG, secoue les marchés et transforme la bourse en champ de bataille. Bienvenue dans le monde du capitalisme activiste. Et croyez-moi, vous n'avez encore rien vu. Brooklyn en 1936. Carl Icahn naît dans une famille modeste d'origine juive en pleine Grande Dépression. Son père est un intellectuel frustré devenu professeur de philosophie et sa mère une institutrice rigoureuse et dominatrice. Il hérite de deux influences fondatrices, la pensée abstraite et l'exigence. Très jeune, Carl montre une intelligence vive, mais surtout un esprit d'observation. Il comprend vite que le monde n'est pas toujours juste et que ceux qui gagnent sont rarement ceux qui suivent les règles. Il décroche une bourse et entre à Princeton, l'une des meilleures universités des États-Unis. Son choix, la philosophie. Il s'interroge sur le pouvoir, la morale, la volonté. Mais au fond de lui, quelque chose cloche. J'adorais la philosophie, mais je voulais quelque chose de plus concret. Les débats sans action m'ennuyaient. Pour gagner un peu d'argent, Icahn joue au poker à Lido Beach. Très vite, il devient redoutable. Il ne bluffe pas pour le plaisir, il calcule, il observe, il domine. Il gagne des milliers de dollars. J'ai appris plus sur la nature humaine autour d'une table de poker qu'en lisant tous les philosophes de Princeton. À la sortie de Princeton, sous la pression familiale, notamment de sa mère, il s'inscrit à la faculté de médecine. Mais très vite, il déteste ça. Le manque de contrôle, la hiérarchie rigide, les longues années d'études, ce n'est pas sa voie. Il abandonne très vite. C'est alors qu'il découvre Wall Street, un univers brutal, compétitif, imprévisible, où il n'y a pas de règles figées. Juste de l'analyse, du risque et du pouvoir, exactement ce qu'il cherchait. En 1968, Carl Icahn décide de créer sa propre société, Icahn & Co. Il n'a pas de capital énorme, alors il emprunte 150 000 dollars à son oncle, un marchand de meubles. Son objectif, pas simplement être courtier. Icahn a déjà une idée en tête. Tirer profit des déséquilibres, des erreurs du marché et prendre des positions stratégiques dans des entreprises mal gérées. Icahn & Co commence comme un simple option dealer. Là, je vais faire une petite pause et je vais vous expliquer un peu ce qu'est un option dealer. Les option dealers ou market maker, appelé teneur de marché en français, est un professionnel dont le rôle principal est de faciliter les transactions sur les contrats d'options. Leur fonction essentielle est d'apporter de la liquidité au marché. Imaginons que vous êtes un market maker et que vous êtes spécialisé en actions de luxe, notamment LVMH. Dans ce cas-là, vous allez tenir en permanence deux positions, une position vente et une position achat. Cette double cotation permet aux autres acteurs du marché d'acheter ou de vendre immédiatement des actions sans avoir à attendre qu'une autre partie prenne la position inverse. Maintenant que ça c'est dit, revenons à notre récit. Carl Icahn négocie beaucoup d'options d'achat, ce qui est encore rare à cette époque. Mais très vite, il voit plus grand. Il se spécialise dans les placements à effet de levier des positions risquées, mais potentiellement très rentables. Il mise sur des sociétés sous-évaluées, souvent mal dirigées, avec des actifs dormants. Il travaille tard, il lit chaque ligne des rapports annuels, il repère ce que d'autres ignorent, des entreprises riches mais mal exploitées, et il comprend que s'il entre dans le capital, il peut forcer les choses. C'est ici que naît la philosophie d'Icahn, faire pression sur les dirigeants pour qu'ils agissent dans l'intérêt des actionnaires, et si ce n'est pas le cas, il les remplace. Installé à 2 pas de la bourse de New York, sa société grandit lentement mais avec ambition. Carl Icahn n'est pas encore célèbre, mais déjà il se prépare à jouer aux échecs avec les géants. Et bientôt, Wall Street va apprendre à ne jamais sous-estimer un philosophe qui joue au poker avec des entreprises entières. Au début des années 80, Carl Icahn est encore un investisseur peu connu. Mais il a compris une chose que peu de monde ose exploiter, la faiblesse structurelle de certaines grandes entreprises. Il se spécialise dans ce qu'on appelle les entreprises sous-évaluées, avec des actifs dormants ou mal gérés. Et surtout, il adopte une nouvelle stratégie, l'investissement activiste. Et là, tu vas me demander, mais qu'est-ce que c'est l'investissement activiste? Eh bien, c'est simple, c'est qu'un investisseur décide d'acheter une action, une entreprise, dans le but de la changer. L'objectif n'est pas d'encaisser des dividendes ou de la revendre pour faire des plus-values. Le but d'un tel investisseur est d'acquérir une part significative de l'entreprise, assez pour être influent, voire incontournable. Puis, il appelle la direction et ça donne ça. Bonjour, Carl Icahn à l'appareil, nous devons parler de la gestion de votre entreprise. En 1984, Icahn achète une participation dans ACF Industries,
un fabricant de wagons de chemin de fer. Un jour, il visite le siège de l'entreprise, situé sur plusieurs étages d'une tour à Manhattan. Et il est abasourdi. Bureaucratie partout, aucune efficacité. Frustré, il prend l'avion pour aller voir un cadre opérationnel à Saint-Louis. Là, ce cadre lui dit simplement « Carl, tu devrais virer les 12 étages de New York. On n'a pas besoin d'eux. » Et c'est ce qu'il fait. Il se casse pas la tête. Et en plus, ça marche. Résultat, ACF Industries redevient rentable. Carl Icahn vient de montrer que l'activisme peut payer. Mais c'est avec Trans World Airlines, une compagnie aérienne américaine, que Carl Icahn devient un nom que Wall Street ne pourra plus ignorer. Il rachète progressivement l'entreprise via une OPA hostile. Il restructure, revend des actifs, licencie. Beaucoup crient au carnage économique. Et c'est vrai parce qu'il ne va pas d'une main morte. Mais Icahn a un plan. Il garde un accord appelé Carabou qui lui permet d'acheter des billets à prix réduit et de les revendre. Même après avoir quitté TWA, il continue à faire des profits. Icahn se spécialise dans le désossage des entreprises qu'il considère mal gérées. Il pousse les directions à vendre des branches, à se séparer de PDG incompétents, à racheter leurs propres actions pour augmenter la valeur boursière. Et si le dirigeant ne l'écoute pas, il lance une campagne publique contre eux. Et oui, Carl Icahn ne fait pas dans la dentelle. Et ses cibles les plus célèbres, Motorola, Time Warner, Yahoo, eBay, Apple. Dans chaque cas, il entre avec fracas et souvent il gagne. Pour Carl Icahn, une entreprise n'est pas une institution sacrée, c'est un actif, un champ de bataille. Et tant que les actionnaires ne sont pas servis, la guerre n'est pas finie. Dans les années 2000 et 2010, Carl Icahn n'est plus seulement un raider, il devient une voix incontournable de Wall Street. Il s'adapte. En 2013, il cible Apple. Il pense que l'entreprise est sous-évaluée. Pourquoi? Parce qu'elle dort sur une montagne de cash. Pour lui, Apple devrait racheter massivement ses actions dans l'intérêt des actionnaires. Et Apple finit par l'écouter. Elle lance un programme de rachat d'actions record. Icahn empoche plus de 2 milliards de dollars de gains. Puis il sort triomphant. L'un des épisodes les plus médiatisés de la finance moderne fut le duel de titans Ackman versus Bill Ackman. Icahn entre dans Herbalife non pas pour la réformer, mais pour détruire la position d'un autre investisseur, Bill Ackman. Pourquoi il a fait ça? Parce qu'il ne l'aimait pas tout simplement. Bill Ackman avait parié 1 milliard sur l'effondrement d'Herbalife, qu'il accuse d'être une pyramide de Ponzi. Après 5 ans, Bill Ackman abandonne sa position avec de lourdes pertes. Icahn gagne, mais certains y voient une bataille d'ego plus qu'un réel investissement stratégique. Je ne vous ai donné que des exemples où il gagne, mais même les légendes peuvent trébucher. En 2023, le fonds Icahn Enterprise est ciblé par un rapport explosif de Heidenberg Research. Heidenberg Research est une société américaine de recherche en investissement. Heidenberg Research accuse Icahn d'exagérer la valeur de ses actifs et de verser des dividendes artificiellement élevés. L'action perd plus de 100% en quelques mois. Pour la première fois depuis longtemps, Icahn se retrouve sur la défensive. Sa fortune personnelle en prend un coup et avec elle sa légende vacille. Mais c'est aussi ça Carl Icahn, un homme de confrontation, un joueur de longue haleine, capable de gagner ou de perdre. C'est comme ça, c'est la vie. Mais toujours avec la même logique implacable, battre le système ou le forcer à s'améliorer. Derrière la légende de Carl Icahn, il y a aussi la controverse. Elle commence très tôt. Son rachat de TWA dans les années 80 est encore vu comme l'un des exemples les plus brutaux de raiderisme. Vente d'actifs, licenciements, bénéfices personnels colossaux, puis dépôt de bilan quelques années plus tard. Icahn est accusé à plusieurs reprises de pratiquer le strip and flip, racheter une entreprise, en extraire la valeur, puis la revendre. En 2023, son fonds est attaqué par le cabinet Heidenberg Research. Le rapport accuse Icahn Enterprise d'avoir gonflé artificiellement la valeur de ses actifs et maintenu un dividende insoutenable. Le cours de son fonds s'effondre et Icahn perd des milliards. Pour la première fois, c'est lui qui est la cible des attaques. En 2017, il est brièvement conseiller spécial de Donald Trump sur la déréglementation financière. Il démissionne après des accusations de conflit d'intérêts liées à ses propres investissements dans le secteur de l'énergie. Mais malgré ces critiques, même ses opposants reconnaissent une chose. Carl Icahn a forcé les grandes entreprises à rendre des comptes. Il a ouvert la voie à une nouvelle génération d'investisseurs activistes, plus responsables, mais tout aussi exigeants. Aujourd'hui, licencier un PDG incompétent ou pousser une entreprise à racheter ses actions, c'est devenu normal. Peut-on admirer un homme qui crée autant qu'il détruit? Peut-on séparer l'impact positif des méthodes parfois violentes? Carl Icahn a peut-être coûté des emplois, mais il a aussi redonné du pouvoir aux actionnaires. Il a peut-être humilié les PDG, mais il a obligé les conseils d'administration à se réveiller. Son héritage est complexe, inconfortable, mais impossible à ignorer.
Carl Icahn n'a jamais cherché à être aimé, il a cherché à faire plier le système. Son nom est devenu synonyme de peur pour les dirigeants et d'espoir pour les actionnaires. Il n'est pas visionnaire comme Elon Musk, ni un sage comme Warren Buffett. Icahn, c'est autre chose, un perturbateur, un catalyseur, le grain de sable dans la machine trop bien huilée. Il ne construit pas des entreprises, il les force à évoluer, il ne croit pas au consensus, il croit à la confrontation. Et dans un monde où la puissance financière est souvent silencieuse, lui a choisi de faire du bruit. Carl Icahn n'est pas un héros, il n'est pas un monstre, il est une force. Carl Icahn, génie tactique ou prédateur froid? À vous de juger. Alors que pensez-vous de son héritage? Visionnaire impitoyable ou fossoyeur d'entreprise? Dites-le en commentaire. Si ce portrait vous a plu, likez, abonnez-vous et dites-moi quel investisseur vous voulez découvrir ensuite. Buffett, Dalio, Burry ou un nom que vous seul connaissez. L'argent, c'est une histoire, celle de ceux qui osent tout et qui dérangent.